Bonsoir, je me présente Florence Fayard, je suis interne en premier semestre de santé publique et je vais vous faire ce soir la troisième conférence de LCA qui portera sur l'étude de cohorte. Voilà. Donc la conférence s'articulera en 4 axes. Premièrement, une brève introduction, puis nous corrigerons l'article. Ensuite, nous ferons, comme pour les autres conférences, des questions type, réponses type sur les principaux thèmes de l'étude de cohorte. Et enfin, nous ferons des rappels sur la migraine, qui était le thème de l'article de cette semaine. Alors, en guise d'introduction, donc là, on arrive en fin d'année. C'est le moment d'attaquer le dernier tour, ou en tout cas bientôt. Donc quelques petits conseils pour la LCA lors du dernier tour de révision, parce qu'on ne sait pas vraiment comment la placer. Alors moi, mon conseil, ce serait d'être assez régulier, sans forcément se surcharger, puisqu'on a besoin de consacrer du temps au reste du programme. Mais faire un article toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je pense que c'est un bon rythme. Et ensuite, ce que je vous conseille, ce que je vous ai toujours conseillé, c'est de répertorier les questions qui tombent et pour chaque type d'article, de référencier les réponses qui vont avec. Donc ça, vous faites une espèce de revue de la littérature de tous les dossiers de cas cliniques, de toutes les confs que vous avez fait. Vous prenez les questions qui tombent, vous prenez les réponses qu'on vous a proposées à chaque fois, vous poolez tout ça et vous apprenez par cœur, vous faites des belles fiches. Et puis à la fin, avant l'internat, peut-être que vous gardez les derniers jours pour réviser la LCA, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas stressant, ça permet quand même de réviser, donc ça permet un peu d'anxioliser les derniers moments. Donc voilà, moi je vous conseille de revoir après toutes ces fiches les quelques jours précédant les ECN. Voilà, donc en gros, c'est ne négligez pas la LCA, vous êtes sûr que ça va tomber cette année et ce sera 10% de la note, ce sera un dossier. Donc ce serait bête de perdre des points là-dessus, surtout que c'est très simple, c'est toujours la même chose. Alors on passe à la correction de l'article de cette conférence, c'était migraine et risque de maladie cardiovasculaire chez les femmes. Donc la première question était, quel est le type d'étude ? Alors, je vous ai remis le tableau que je vous mets à chaque conférence. Donc, aujourd'hui, on étudie l'étude de cohorte. Donc, l'étude de cohorte fait partie des études non interventionnelles qui s'opposent aux études interventionnelles ou expérimentales. Elle s'appelle aussi les études observationnelles, c'est leur deuxième nom. Et elle fait partie de la sous-partie analytique de ces études non interventionnelles, par opposition aux études descriptives. Analytiques, pourquoi ? Parce qu'elles permettent de mettre en évidence, elles permettent de mesurer une association entre un facteur de risque et une maladie, sous forme, donc dans l'étude de cohorte, de risque relatif. Voilà. Donc c'est une étude observationnelle, on l'a dit, analytique aussi. Donc 2 cohortes, évidemment, exposées, non exposées, c'est toujours bien de le préciser. La cohorte, c'est généralement prospectif, c'est important de le dire. Ça se passait aux États-Unis. C'était difficile, d'après l'article, de dire si c'était mono ou multicentrique. Bon. Et de même, c'était difficile de dire s'il y avait de l'aveugle. C'était pas précisé, donc c'est quand même pas une bonne chose. Mais bon, vous mettez vous montrez que vous avez pensé à voir s'il y avait de l'aveugle ou pas, et puis vous dites n'est pas précisé dans l'article. Alors, quel est l'objectif principal de cette étude ? Qu'en pensez-vous ? Donc, l'objectif de cette étude était d'évaluer la relation entre la migraine avec et sans aura et la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc ça, l'objectif, c'est comme d'habitude, on le trouve en fin d'introduction et on le recopie texto. Voilà. Donc cet objectif nous satisfait pour plusieurs raisons. Premièrement, il pose une question cliniquement intéressante. Ça, c'est important. Pourquoi cette question est cliniquement intéressante ? Principalement parce qu'on traite d'une maladie fréquente. Donc effectivement, la migraine est une pathologie très fréquente. Donc la question posée est assez intéressante en termes de santé publique. Et deuxièmement,
l'événement cardiovasculaire majeur, le critère de jugement, est une pathologie grave. Donc c'est un deuxième intérêt en termes de santé publique. Donc la question est intéressante. Deuxièmement, cet objectif est basé sur des données évoquant l'existence d'une liaison entre la migraine et les événements cardiovasculaires de deux ordres, d'ordre physiopathologique, qui sont détaillés dans l'introduction, et d'ordre, d'autres études qui auraient mis en évidence une tendance, une liaison entre ces deux éléments. Donc des éléments de la littérature qui sont concordants avec l'objectif de l'étude. Troisièmement, cet objectif est unique, ça c'est important aussi à signifier. La question 3 était: quels sont les critères de jugement de cette étude? Donc le critère de jugement principal était la survenue d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc ça c'est son intitulé. Maintenant cette question était peu précise et donc on peut juger intéressant, en plus de mettre l'intitulé du critère de jugement, mettre les caractéristiques. Donc c'est très important de toujours chercher à élargir la question parce qu'on ne sait pas trop où les correcteurs ont mis les limites. Donc le critère de jugement était dur, on a déjà vu ce que ça voulait dire. Donc c'est un critère de jugement qui est clinique et non paraclinique prédictif d'un événement clinique. Donc c'est clinique, c'est dur. Ensuite, il est composite. En effet, il est composé d'épisodes d'accident ischémique cérébral non fatal ou infarctus du myocarde non fatal ou décès lié à une cardiopathie ischémique. Il était objectif. Effectivement, il faut que ce soit objectivé par le médecin. Ce n'est pas un critère subjectif ressenti par le patient. Il est pertinent puisqu'il permet de répondre à la question posée par l'objectif principal. Il est de définition précise. En effet, on utilise les critères de l'OMS pour définir une partie du critère. Et dernier point, il est auto-rapporté. Donc ça, c'est pas tip-top. Auto-rapporté. Il faut se méfier d'un éventuel biais de classement. Voilà. Donc, en plus du critère de jugement principal, il y avait des critères de jugement secondaires. Donc, là, je me suis contentée de les énumérer. Donc, c'était tout premier cas d'accident ischémique cérébral, d'infarctus du myocarde, de revascularisation coronaire, d'angor et décès dû à une cardiopathie ischémique. Voilà. Question 4. Commentez le résultat de l'étude présentée dans le tableau 3 concernant le critère de jugement principal ajusté sur l'âge. Donc, je vous ai remis le tableau 3 et encadré la ligne qui nous intéresse. Donc, le tableau 3 présente les risques relatifs ajustés pour l'âge et pour des multiples variables des événements vasculaires ischémiques en fonction du statut migraineux de la cohorte WHS. Donc ça, c'est l'intitulé du tableau 3. Je vous conseille de le recopier. Moi, je trouve que c'est important. Voilà, c'est bien. Donc ensuite, les risques relatifs présentés comparent les différents groupes aux groupes sans antécédent de migraine. Donc, on a ici 5 groupes, pas d'antécédent de migraine, tout antécédent de migraine, migraine active avec aura, sans aura, et puis antécédent de migraine. Comme d'habitude, pour comparer différents groupes dans une étude de cohorte, on présente des risques relatifs. Donc on en a un là, un là, un là, un là, un là, associés à leur intervalle de confiance. On a l'habitude de comparer deux groupes. Ici, on se retrouve dans une situation où on a 5 groupes à comparer. Et donc, dans ces situations-là, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on prend un groupe de référence auquel seront comparés successivement les autres groupes. Ici, c'est le groupe pas d'antécédent de migraine qui a été choisi comme référence. On s'en rend compte du fait de ce risque relatif égal à 1, puisqu'on compare le risque absolu dans pas d'antécédent de migraine au risque absolu dans pas d'antécédent de migraine. Donc, par définition, le risque relatif sera égal à 1. Puis après, on compare le risque absolu, donc c'est-à-dire le nombre de cas
d'événements cardiovasculaires majeurs dans le groupe antécédent de migraine sur l'effectif total du groupe tout antécédent de migraine, sur la même chose dans le groupe pas d'antécédent de migraine, et on obtient le risque relatif dans cette ligne. On reproduit la même chose dans chaque colonne et on obtient les différents risques relatifs que l'on peut voir. Bon, voilà, c'était juste pour vous expliquer comment on fait quand on a de multiples groupes à comparer. Donc ça, c'est classique. Bon, donc après, on prend groupe par groupe et on détaille. Et on essaye d'être très exhaustif. Alors, dans la comparaison des groupes tout antécédent de migraine et pas d'antécédent de migraine, on a un risque relatif égal à 1,42. Donc, on traduit ce que ça veut dire en phrase, comme d'habitude. Donc, ça correspond à la probabilité de présenter un événement cardiovasculaire est 1,42 fois plus importante dans le groupe migraine que dans le groupe sans migraine. Bon. L'intervalle de confiance qui va avec va de 1,16 à 1,73. Ne comprend donc pas 1. Et la p-value est bien inférieure à 0,5. Donc ceci signifie que la différence observée est statistiquement significative. Dans le deuxième groupe, dans la deuxième comparaison effectuée qui était comparaison du groupe migraine active avec aura avec le groupe pas d'antécédent de migraine, on a un risque relatif un peu plus élevé à 2. Donc ça veut dire qu'on a 2 fois plus de risque de présenter un événement cardiovasculaire dans le groupe migraine active avec aura que dans le groupe sans migraine. L'intervalle de confiance ne comprend toujours pas 1. La p-value est donc inférieure à 0,05. Cette différence est encore une fois statistiquement significative. Il faut essayer d'être très rigoureux, de toujours aller marche par marche comme ça et de rien oublier. Donc la troisième comparaison, c'était le groupe migraine active sans aura, cette fois-ci avec le groupe sans antécédent de migraine. Le risque relatif était supérieur à 1, mais peu supérieur à 1. Et son intervalle de confiance comprenait 1, puisqu'il allait de 0,84 à 1,65. La p-value était donc supérieure à 0,05. Alors je rappelle que l'intervalle de confiance à 95%, quand il ne comprend pas 1, la p-value est forcément significative, et quand il comprend 1, la p-value est forcément non significative. Ils vont ensemble. Donc tout ça nous fait dire que c'est une différence qui est statistiquement non significative. Et puis pour la dernière comparaison, qui comparait les groupes antécédents de migraine et le groupe pas d'antécédent de migraine, on avait un risque relatif qui est toujours peu élevé, un intervalle de confiance qui comprenait toujours 1, une p-value à 0,24. C'était donc le même raisonnement, statistiquement non significatif. La question 5 portait sur la figure 1. Donc voilà la figure 1. Donc on faisait une courbe de survie qui comparait 3 groupes, le groupe sans antécédent de migraine, le groupe migraine sans aura et le groupe migraine avec aura. Donc on commence par décrire la courbe, donc l'image. Donc comme d'habitude, on recopie la légende, ou plus ou moins en tout cas. Donc voilà, cette figure représentait l'incidence cumulée ajustée pour l'âge des événements cardiovasculaires majeurs en fonction du statut migraineux sans aura, migraineux avec aura, pas migraineux. Voilà. Et ensuite, on traduit en mots-clés. Il y a certaines figures, il faut que le mot-clé correspondant apparaisse. Par exemple, le flowchart, le diagramme des flux, ou ce genre de figure qui représente une courbe de Kaplan-Meier. Donc voilà, il fallait le dire, c'est une courbe de Kaplan-Meier. Ensuite, on décrit la figure. Donc là, on avait la courbe sans antécédent de migraine, qui chevauchait la courbe migraine sans aura. Et donc, dans une courbe de Kaplan-Meier, dans une figure de Kaplan-Meier, quand deux courbes se chevauchent, se croisent, il est impossible de faire un log-rank, de chercher à mettre en évidence une différence entre ces deux courbes par le test du log-rank. Donc c'était bien de le dire que ce n'était pas possible de mettre en évidence de différence entre ces deux courbes puisqu'elles se chevauchent.
Ensuite, on avait donc la courbe migraine active avec aura, qui elle était strictement supérieure aux autres courbes, quel que soit le temps que l'on regardait. Donc, elle nous laissait penser que la survie était meilleure dans ce groupe-là. Mais par contre, on n'avait pas la p-value issue du test du Lagrange pour juger de la significativité statistique de cette différence. Donc, on ne pouvait pas tellement plus conclure juste sur ces données. La question 6 portait sur la qualité du recueil de l'information du critère de jugement principal. Qu'en pensez-vous ? Bon, quand il y a une question un peu ouverte comme ça, et qui sort un petit peu des chemins battus, un bon coup, c'est de faire les points faibles et les points forts, hein, les avantages et les inconvénients. Bon, moi, j'ai commencé par les points faibles, là. Le critère de jugement, c'était la survenue d'un événement cardiovasculaire majeur. Et cet événement était auto-rapporté. En effet, les patientes, tous les 6 mois, la première année, puis tous les ans, devaient répondre à un questionnaire où elles disaient si oui ou non elles ont présenté ce genre d'événement. Donc un événement auto-rapporté expose à de multiples biais de classement, puisque même si on est dans une étude prospective, là le recueil est un petit peu rétrospectif, donc ça expose à du biais de mémorisation. Voilà, donc ça c'est le premier point faible. Deuxième point faible, on l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas d'aveugle dans cet article. Les investigateurs savent si la patiente est migraineuse ou pas, avec aura ou pas. Et résultat, l'évaluation du critère de jugement principal se fait en fonction de cela et ça expose encore une fois au biais de classement. Voilà, passons au point fort. L'évaluation, en tout cas une partie de l'évaluation est basée sur des standards mondiaux, des critères de l'OMS. Donc comme ça, on est sûr que, on ne sait pas d'ailleurs si c'est mono ou multicentrique, mais si à Boston et à New York et à Chicago, enfin, je sais pas, aux différents endroits des États-Unis, vu que les critères sont standardisés, les patientes seront classées de la même manière pour le critère de jugement principal. Donc ça, c'est bien. Enfin, il y a une vérification par un médecin des dossiers médicaux de tous les cas rapportés. Donc ça, c'est encore une bonne chose. Question 7. Quelles sont les limites de cette étude développée dans la discussion par les auteurs ? Donc les auteurs discutent 7 éléments. Donc il faut les reprendre les uns après les autres. C'est un peu fastidieux, mais bon. Donc le premier élément qu'ils discutent, c'est donc ce qu'on a dit, c'est que les statuts migraine et les statuts aura sont auto-rapportés par les patients et ne sont pas classifiés, eux ne sont pas standardisés, ne sont pas basés sur les critères de l'IHS, de l'International Headache Society. Donc le fait que ce soit auto-rapporté et le fait que ce ne soit pas standardisé expose à des biais de sélection. Premier point. Deuxième point, ils disent que donc, la définition de l'aura est imprécise et n'utilise pas les critères de l'IHS. Donc ça rejoint un peu le premier point. Et de la même manière, expose à des biais de sélection. Ensuite, les auteurs discutent le fait que les symptômes de l'aura ressemblent beaucoup aux symptômes de l'accident ischémique transitoire et que donc certains AIT peuvent être pris pour des auras et inversement. Et nous savons bien que les AIT sont des événements cardiovasculaires et donc liés à l'apparition d'autres événements cardiovasculaires et peuvent jouer le rôle de biais de sélection, biais de confusion. C'est difficile de classer ce biais. Bon, moi, j'ai décidé finalement de le mettre parmi les biais de sélection, mais en tout cas peut gêner l'interprétabilité de l'étude. Troisième point. Alors, quatrième point discuté par les auteurs, c'est que cette étude ne prend pas en compte la prise ou non de traitements antimigraineux et que ces traitements antimigraineux peuvent jouer eux aussi un rôle confondant dans cette étude.
Pourquoi? Puisque donc, le traitement migraineux est effectivement lié d'une part à l'exposition, c'est-à-dire à la migraine, puisqu'un migraineux va prendre probablement un traitement anti-migraineux, et d'autre part, vraisemblablement lié à la maladie, puisqu'il est peut-être plus à risque de développer un événement cardiovasculaire majeur du fait de la caractéristique vasoconstrictive des traitements anti-migraineux. Donc c'était le 4e point discuté. Et là, on était plus dans les biais de confusion. Le 5e point était la nature observationnelle de l'étude. Donc par essence, une étude observationnelle laisse des biais de confusion, en tout cas, voilà, expose à des biais de confusion. C'est le seul moyen de s'affranchir réellement des biais de confusion, c'est de faire une étude expérimentale en randomisant les 2 groupes et en s'assurant ainsi par une répartition égale des facteurs de confusion dans les 2 groupes de l'absence d'effet de ces facteurs. Donc ici, le 5e point était l'existence de biais de confusion potentiels du fait de la nature observationnelle de l'étude. Le 6e point discuté était le fait que n'était pas pris en compte la durée d'évolution de la migraine avant l'entrée dans l'étude et qu'encore une fois, cela exposait à des biais de sélection. Enfin, ces participantes, les patientes incluses dans cette étude, étaient toutes des professionnels de santé, âgées d'au moins 45 ans et caucasiennes. Donc ça, c'est quand même pas la population générale américaine ni mondiale. Et ça, c'est encore une fois un biais de sélection. Question 8. À la lecture de cet article, vous semble-t-il nécessaire de mettre en place un dépistage systématique des complications cardiovasculaires chez les patientes présentant une migraine avec aura? Expliquez pourquoi. Donc non, ce n'est pas le type d'étude qui permet de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'on est dans une étude observationnelle qui a mis effectivement en évidence une relation statistique entre les patientes du groupe migraine avec aura et la survenue d'un événement cardiovasculaire majeur. Néanmoins, comme on a discuté juste avant la question 7, il y a quand même plein de biais de sélection potentiels du fait des divers facteurs, évoqués plus haut, puis plus les biais de confusion du fait de l'absence de randomisation. Donc clairement, cette relation ne peut pas être mise sur le compte d'une causalité, d'un lien de causalité entre migraine avec aura et survenue d'un événement cardiovasculaire majeur. Donc non, on ne peut pas conclure. Concrètement, la seule étude qui permet de conclure à une causalité, c'est l'essai thérapeutique. Toutes les autres ne peuvent pas conclure juste sur leurs résultats. C'est important de savoir ça. Hein. Donc non, on ne peut pas conclure. Voilà, donc c'est fini pour les questions. On attaque le résumé. Donc je vous ai représenté ma fiche type de résumé. Donc on commence par une introduction qui vraiment doit faire le minimum en termes de phrases, de mots, quoi. Une phrase rapide qui restitue le contexte, l'objectif principal de l'étude. On enchaîne sur matériel et méthode. On essaie de ne pas le faire trop gros. Donc on redit le type d'étude et ses caractéristiques. Donc généralement la question 1 des questions, on la recopie là. On répond à la question qui, quand ou comment. On énonce le critère principal de jugement et éventuellement, si on a de la place, quelques critères de sélection secondaire. Enfin, les résultats, ils doivent être chiffrés. On met évidemment le résultat du critère de jugement principal et si on a de la place, ceux des critères secondaires. Enfin, la conclusion, le résultat du critère de jugement principal sous forme de phrase et puis une phrase d'ouverture. Alors, donc, moi j'ai mis « Bien que l'association entre migraine et risque accru d'accident ischémique cérébral ait été établie, sa relation avec les maladies cardiovasculaires n'est pas clairement définie. » Donc c'est ma phrase qui restitue le contexte. Ensuite, l'objectif principal de l'étude. L'objectif principal de l'étude était d'évaluer l'association entre la migraine avec
et sans aura, et le risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc vous n'hésitez pas à mettre des sigles, vous les définissez à un moment, et comme ça après ça vous fait économiser des mots. Alors, ensuite, matériel et méthode. Le type d'étude, c'est une étude de cohorte prospective. Qui, quand ou comment? Qui? Elle a inclus 27 840 patientes. C'était une grosse étude. Quand? Entre 1992 et 1995. Où? Donc aux États-Unis. Et comment? Donc ça, comment on les a suivis? Bon, là, j'ai effectivement pas détaillé comment, mais bon. On n'a pas toujours la place. Là, déjà, j'ai fait 250 mots et il faut choisir dans l'épreuve de résumé, c'est assez compliqué. Moi, j'ai choisi de ne pas en parler, mais c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Et puis, dans qui, on a dit le nombre de patientes, mais on dit aussi les critères de sélection et d'exclusion qu'on considère les plus pertinents. Donc, ensuite, dans le matériel et méthode, il faut mettre le critère de jugement. Donc, le critère primaire de jugement, c'était la survenue d'un événement cardiovasculaire majeur. On décrit donc les sous-types si on a la place. Puis, on détaille les critères de jugement secondaires si on a la place aussi. Les résultats, donc, comme d'habitude, doivent être chiffrés. Donc, dans cette grande cohorte WHS, 5125 femmes ont rapporté un antécédent de migraine, 3610 une migraine active, dont 1434 une migraine active avec aura. Tout ça pendant un suivi moyen de 10 ans, et on a observé 580 événements cardiovasculaires majeurs. On met les résultats du critère de jugement, chiffré, donc comme d'habitude, risque relatif, intervalle de confiance à 95% et la p-value. Et puis on peut mettre quelques résultats des critères de jugement secondaires. Bon, moi j'ai dit quoi? Les femmes ayant rapporté une migraine sans aura ne présentaient pas d'augmentation. Non, ça c'est en fait, pardon, autant pour moi, c'est toujours le critère de jugement principal, mais pour le second groupe, le second sous-groupe étudié qui était les migraines sans aura. Donc celle-ci ne présentait pas d'augmentation des événements cardiovasculaires majeurs, en tout cas pas d'augmentation significative. Voilà. Voilà, un petit résultat parmi les critères secondaires. Les femmes du groupe de migraine active avec aura présentaient significativement plus de décès liés à une cardiopathie ischémique, un risque relatif quand même à 2,33 et une p-value toujours significative. Ensuite, donc, on conclut, donc on énonce le résultat de l'étude. Dans cette étude, la migraine active avec aura était associée à une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires majeurs. En revanche, aucune relation n'a été établie entre la migraine sans aura et l'augmentation de ce même risque. Donc, par contre, là, à ce moment-là, le résultat du critère de jugement secondaire n'a pas sa place. Et ensuite, une petite phrase d'ouverture. Ça, je vous ai déjà dit, je vous conseille vraiment de le faire parce que dans une analyse, ils avaient coté une phrase d'ouverture. Il est néanmoins impossible de conclure d'après cette seule étude et d'autres doivent être entreprises. Voilà, donc ça a fait grosso modo 250 mots, c'était un peu juste. Bon, maintenant on peut enchaîner sur les rappels concernant l'étude de cohorte, sous forme de questions type, réponse type, comme d'habitude. Le classique tableau des différentes études. Donc, on resitue l'étude de cohorte, elle est là, on l'a vu tout à l'heure, dans les études non interventionnelles, analytiques, prospectives. Son niveau de preuve, l'étude de cohorte se situe en niveau 2, voilà, qui correspond à un grade de recommandation de type B, c'est une présomption scientifique. Donc, à la question quel est le type d'étude devant une étude de cohorte, vous devez dire que c'est une étude observationnelle, analytique. Ça, encore, c'est un peu du zèle, mais bon, il faut quand même le mettre. Prospective, alors ça, il ne faut pas l'oublier. De type exposé, non exposé, bon, toujours bien à l'ajouter. Vous pouvez parler de l'appariement. Nous, là, on n'avait pas d'appariement, mais dans certaines études, les non-exposés peuvent être appariés aux exposés, de même que dans l'étude cas témoin. Donc ça, c'est bien de dire s'il y a eu appariement ou non. C'est toujours un plus. Est-ce que c'est une étude ouverte, en aveugle simple,
en double aveugle, c'est important aussi. Est-ce qu'elle est mono ou multicentrique, voire internationale ou ou nationale, quoi. Donc certains trucs peuvent vous paraître un peu superflus, mais à cette question, tout le monde va dire une étude prospective ouverte, tout ça. Enfin, il y a certains trucs que tout le monde va dire, donc il faut que vous essayiez de trouver le moyen de faire la différence d'une manière ou d'une autre. Donc la question classique, quels sont les avantages et inconvénients de ce type d'étude? Donc premièrement, vous la comparez à l'étude cas témoin, qui est sa sœur parmi les études analytiques. Donc elle est plus coûteuse que l'étude cas témoin, c'est vrai. Elle est plus longue aussi, puisque c'est une étude prospective et il faut suivre les patients pendant X années. Nous, on a vu là dans notre étude, le suivi moyen était de 10 ans, donc c'est quand même pas immédiat. Ensuite, elle ne permet pas d'étudier simultanément plusieurs facteurs de risque. Par contre, elle permet d'étudier simultanément plusieurs maladies. Elle n'est pas du tout adaptée à l'étude de maladies rares, mais elle est adaptée à l'étude de facteurs de risque rares. Tout ça contrairement à l'étude cas témoin. Elle n'est pas adaptée aux maladies à incubation longue, parce que déjà que c'est long, si en plus il fallait attendre que l'événement cardiovasculaire majeur, là, si on savait qu'il arriverait 30 ans après l'apparition de la migraine, on ne serait pas rendu. Hein. Donc les maladies à incubation longue, c'est vraiment pas l'idéal de faire une étude de cohorte. Elle est par contre adaptée aux maladies rapidement fatales. Elle permet de mesurer l'incidence. On l'a vu d'ailleurs, je l'ai mis dans les résultats, dans le résumé. Là, on avait des données d'incidence. Et enfin, elle permet de calculer un risque relatif. Donc la mesure de l'association se fait sous forme de risque relatif. OK. On ne s'arrête pas là. On fait les avantages et inconvénients de ce type d'étude par rapport à l'essai thérapeutique, ce que personne ne fait jamais. Donc, les avantages et inconvénients, ça permet d'étudier un facteur de risque. Oui, là, on supposait la migraine comme étant un facteur de risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Ce qu'on ne peut évidemment pas faire dans un essai thérapeutique pour des raisons éthiques. On ne peut pas exposer des gens à un facteur de risque sciemment après les avoir randomisés en leur disant « vous allez fumer, vous n'allez pas fumer ». On ne peut pas éthiquement faire ça. Donc c'est pour ça que souvent on est bien obligé de faire des études de moindre niveau de preuve, mais tout simplement juste plus éthique. Bon, inversement, on peut étudier un facteur protecteur dans les deux cas, mais c'est mieux dans l'essai thérapeutique, puisqu'on l'a vu, c'est une étude quand même plus robuste. Les questions éthiques se posent dans l'essai thérapeutique, on l'a vu, hein, et sont assez limitantes. La randomisation, il y en a dans l'essai thérapeutique, il y en a par définition pas dans la cohorte. Tout ça, c'est un peu redondant, mais c'est comme d'habitude. Hein, il faut essayer d'être très, très exhaustif, quitte à tartiner un petit peu. Le niveau de preuve est moyen, mais bon, on a vu quand même 2, ça, c'est pas mal. Une présomption scientifique est très bon dans l'essai thérapeutique s'il est bien mené. Et la cohorte ne permet pas de poser un jugement de causalité, contrairement à l'essai thérapeutique, sous certaines réserves quand même. Ensuite, à la classique question, analyser la population étudiée. Bon, c'est comme dans l'étude cas témoin, il faut étudier les deux sous-populations de l'étude en fait, les exposés et les non exposés. De même que dans l'étude cas témoin, on avait fait les cas et les témoins. Bon, les exposés, il faut s'assurer qu'on a une définition claire de l'exposition. Donc là, c'était le cas, la migraine était assez clairement définie, même si elle ne respectait pas les critères de l'IHS. Bon. Un tel diagnostic de l'exposition fiable et reproductible, donc standardisé, c'est le mieux. Donc là, ça aurait été bien si, par exemple, ils utilisaient les critères de l'IHS. On s'assure aussi que les exposés soient représentatifs de la population des exposés en général, des exposés que l'on étudie. Donc on regarde les critères d'inclusion et d'exclusion. On regarde le lieu et le moyen de recrutement. Donc là, par exemple, nous, il y avait quand même la petite limite qu'ils avaient discutée dans la discussion, justement, qui était que c'était surtout des femmes de plus de 45 ans, des caucasiennes, des personnels paramédicaux, je ne sais plus quoi. Donc voilà, donc ça limitait un peu la représentativité de nos exposés et de nos non-exposés. Bon, pour les non-exposés, c'est plus ou moins les mêmes questions à se poser, hein. Est-ce que la non-exposition est définie de manière claire? Et si appareillement avec les exposés,
on peut discuter les critères d'appariement qui ont été choisis. Bon, un petit rappel sur les facteurs de confusion, on l'a fait la dernière fois, mais c'est assez important comme notion, donc il faut l'avoir bien compris. Donc le facteur de confusion, c'est un facteur qui est lié, très important, l'existence de ces deux et à l'exposition d'une part et à la maladie étudiée d'autre part. Donc j'ai repris un exemple de l'article. À la fin de l'article, les auteurs discutaient le potentiel rôle confondant des traitements vasoconstricteurs. Donc en effet, ceux-ci sont liés à l'exposition puisqu'on les prend en cas de migraine, c'est une indication. Et d'autre part, ils sont vraisemblablement liés aux événements cardiovasculaires, en tout cas suspectés comme étant liés, puisque ayant un effet vasoconstricteur. Donc, ces traitements vasoconstricteurs peuvent donner l'impression de l'existence d'un lien entre la migraine et les événements cardiovasculaires majeurs, alors qu'en réalité, le lien se fait tout simplement par le biais de ce facteur de confusion. Voilà, donc le facteur de confusion peut affaiblir ou renforcer une association entre exposition et maladie étudiée. Ainsi, un lien inexistant dans la réalité peut être suggéré ou au contraire, un lien réel être méconnu. Bon, c'est le biais de confusion, c'est ce qu'on vient de voir. Un petit rappel sur la survie d'une manière générale. Donc là, la courbe de survie ressemble peut-être plus à une courbe de survie que vous allez de voir que celle de l'article, puisque dans l'article, en fait, tout simplement, on ne partait pas de 100 pour redescendre à chaque événement, mais on partait de 0 et on montait à chaque événement. Mais c'est à part ça, à part juste une histoire de mise en forme, de mise en page, c'est vraiment la même chose. Donc, dans une courbe de survie, chaque petite marche correspond à un événement. Donc, ça peut être un décès ou ça peut être pour nous un événement cardiovasculaire majeur. Donc, à chaque marche, ici, quelqu'un meurt. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. En bas, ça, c'est assez important. Donc, ici, ces chiffres, ce sont les exposés au risque. Il y en avait d'ailleurs dans la figure de l'article. Donc les exposés au risque, ce sont les patients qui, à chaque temps d'analyse, sont exposés au risque de présenter cet événement. Donc au début, ici ils sont 27, donc dans une analyse en intention de traiter, donc si on était dans un essai thérapeutique, mais dans une analyse en intention de traiter, il aurait fallu vérifier que les exposés au risque au début de l'étude soient le même nombre que le nombre de patients randomisés dans chaque groupe. Et donc ensuite, le nombre d'exposés au risque diminue. D'une part, il diminue parce qu'il y a des patients qui présentent les événements. Donc tous les patients qui présentent un événement sont exclus, ne sont plus exposés au risque. D'autre part, il y a les perdus de vue. Donc les perdus de vue, eux aussi, font que le nombre d'exposés au risque diminue. Donc ça, on le voit par exemple ici. Ici, là, à 24 mois, on a 7 patients exposés au risque. À 30 mois, on a 6 patients exposés au risque, alors qu'il n'y a pas eu de marche. Donc, il n'y a pas eu de patients qui soient décédés. Donc, c'est qu'il y a eu un perdu de vue entre-temps. Et puis, un peu plus accessoire, mais il y a aussi il y a un E. Il y a aussi les patients qui, à la date de point, au moment où on arrête l'étude, qui tout simplement ont eu un suivi insuffisant. Par exemple, si un patient a été inclus juste 6 mois avant la date de clôture de l'étude, voilà, son suivi s'arrêterait là. Donc forcément, il serait exposé au risque que pendant les 6 mois. Et puis après, on ne sait pas ce qu'il devient, donc il n'est plus là. Donc il disparaît des exposés au risque. Donc ça, c'est les patients dont le suivi insuffisant en fait. Voilà. Bon, ça peut être intéressant comme question et je pense que c'est rarement traité. Alors on enchaîne sur les biais de l'étude de cohorte. On redéfinit une fois les biais. Donc un biais est une erreur systématique qui fausse les résultats dans un sens donné. Donc il y a toujours les mêmes 3 types de biais, le biais de sélection, le biais de confusion,
le biais de classement et de mesure. On a discuté des 3 au cours de cette conf, on a pas mal discuté des biais de sélection. Donc ce biais est dans la constitution des groupes. On en a parlé un peu par exemple quand on a vu que la plupart des patientes de l'étude étaient caucasiennes de plus de 45 ans. Bon, bah voilà, typiquement, c'est un biais de sélection, ça. Ou alors, elles étaient dans un milieu hospitalier. Donc, ça, c'est pareil. Si le recrutement se fait dans un milieu hospitalier, ce n'est pas représentatif de la population générale, etc. Les biais de confusion, on en a parlé aussi. On pense, lors de la dernière conf, on avait vu le rôle confondant du tabac quand on cherche à mettre en évidence un lien entre alcool et cancer du poumon. On a aussi, dans notre étude d'aujourd'hui, on a vu les traitements vasoconstricteurs. Bon, voilà, les biais de confusion, on commence à connaître. Et enfin, les biais de classement. On l'a vu aussi quand on a cherché à analyser la qualité du recueil du critère de jugement principal. Donc, ces biais existent quand on ne respecte pas l'aveugle, ce qui est potentiellement le cas dans cette étude. Si le critère de jugement principal est subjectif, voilà. Donc, je vous ai remis les critères de Bradford-Hill. Donc, ces critères permettent, lorsqu'on a mis en évidence une association dans une étude observationnelle, on regarde ces différents critères et puis s'ils sont remplis, on commence à avoir de forts arguments pour dire qu'il y a vraiment un lien de causalité entre notre exposition et notre maladie. Donc la force de l'association, premièrement, c'est-à-dire plus le risque relatif est haut, plus l'association est forte. La spécificité de l'association, si c'est une association qu'on retrouve que dans ce cas-là, ou est-ce qu'on retrouve des associations un peu similaires avec d'autres facteurs de risque. Bon. Donc est-ce que c'est spécifique ou pas? Est-ce que c'est cohérent? Donc premièrement, est-ce que notre étude était cohérente? Est-ce que sa méthodologie était bonne? Est-ce que les biais étaient pris en compte? Deuxièmement, est-ce qu'elle était cohérente avec les autres études? Donc est-ce que les autres études retrouvent le même genre de résultats? Bon. Quatrièmement, la temporalité. Il faut que l'exposition précède la maladie, sinon on ne peut pas chercher à mettre en évidence de causalité. Cinquièmement, la relation dose-effet. Si on a fait une étude de dose et qu'on voit qu'en augmentant la dose de l'exposition, donc ça c'est par exemple le tabac, on voit que le risque relatif augmente, que le nombre d'événements donc, dans le groupe exposé sera plus important quand la dose est plus importante. C'est un autre argument, donc ça c'est la relation dose-effet. Enfin, la plausibilité et la cohérence biologique. Donc est-ce que on a une théorie physiopathologique qui correspond à ce qu'on observe en fait? Donc ça c'est aussi quelque chose de très important. Et enfin, le must, c'est d'avoir la preuve expérimentale. Donc de faire une étude, un essai thérapeutique si possible. On a vu que ce n'était pas toujours possible. Dans notre cas, là, ce n'est pas possible avec la migraine. D'ailleurs, les auteurs ne le recommandent pas dans la discussion. Voilà, c'était tout pour l'étude de cohorte. Donc, je vous propose un rappel de cours sur la migraine, vraiment très axé méthodologie de réponse. Je pense que ça peut vous intéresser. Bon, premièrement, juste on reprend les critères de l'International Headache Society, de la migraine sans aura à connaître par cœur. Bon, ça me paraît clair qu'il faut le connaître par cœur. Donc c'est au moins 5 crises. On ne peut pas parler de migraine si quelqu'un n'a fait qu'une seule crise, comme ça évidemment. Il faut qu'elle ait une durée qui soit caractéristique, donc c'est 4 heures à 3 jours. Et qu'elle présente au moins 2 caractéristiques suivantes. Elle soit unilatérale ou pulsatile, ou qu'elle soit d'intensité modérée à sévère, ou qu'elle s'aggrave lors de l'activité quotidienne. Ensuite, la céphalée doit être accompagnée d'au moins un des symptômes suivants: nausée ou vomissement, photophobie ou phonophobie. L'examen neurologique doit être, par ailleurs, normal. Et on ne doit pas avoir d'argument pour une cause secondaire à cette migraine, à cette céphalée en fait, pardon. Donc ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier. La définition de la migraine avec aura, ça je ne sais pas s'il faut la connaître par cœur, mais bon, c'est quand même bien d'avoir un peu les idées claires là-dessus.
Donc il faut qu'il y ait au moins 2 crises. Là c'est pareil, hein, le premier épisode évidemment on ne pense pas à une migraine avec aura devant un déficit sensitif ou visuel. Hein. Donc les symptômes de l'aura doivent être entièrement réversibles. Hein. Ça c'est pour faire le diagnostic différentiel avec quelque chose un événement vasculaire par exemple. Ensuite les auras doivent s'installer sur plus de 4 minutes. Donc ça c'est pareil, hein. Un déficit neurologique qui serait brutal en moins de 4 minutes ne doit pas vous faire penser à une migraine avec aura, doit faire évidemment penser plus à un AVC ou ce genre de choses. Enfin, les symptômes de l'aura doivent être inférieurs à 1 heure. C'est important. Et ce 1 heure revient au moment... en fait, la céphalée doit suivre l'aura de moins d'1 heure. Donc, en gros, le symptôme de l'aura doit faire moins d'1 heure et il doit être séparé de la céphalée de moins d'1 heure aussi. C'est pas si compliqué finalement, la définition de la migraine avec aura. Voilà, donc que faire devant une céphalée? Alors, moi je vous propose mon plan de réponse que j'utilisais moi-même quand j'étais en D4, donc juste l'année dernière. Donc premièrement, caractériser la douleur, ça c'est systématique. S'il y a un dossier qui présente un patient douloureux, il ne faut même pas réfléchir, il faut faire ça. Donc c'est caractériser la douleur. Ça se présente quasiment à tous les dossiers d'ailleurs, puisque généralement les gens vivent, c'est quand même une plainte fréquente. Donc premièrement, la modalité d'apparition de cette douleur, est-elle brutale, est-elle progressive? Deuxièmement, est-elle ancienne, enfin son ancienneté, pardon, qu'est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est chronique, est-ce que c'est plutôt récurrent? Troisièmement, son siège et ses irradiations. Quatrièmement, son intensité, vous pouvez coter par le VA. Cinquièmement, le type de douleur. Donc là, est-ce que c'est pulsatile? Est-ce que c'est... Pour la céphalée, c'est un peu embêtant, il n'y a pas tellement d'autres caractéristiques, mais bon, le type de douleur. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants ou aggravants connus? Bon. Des facteurs soulageants, donc notamment l'efficacité des médicaments. Est-ce qu'il existe des positions antalgiques? Tout ça, ça oriente hein, sur plein d'étiologies, plein de critères de gravité. C'est vachement important. En plus, si vous faites ça systématiquement, vous retrouverez des choses plus spécifiques à l'item. Donc, c'est vraiment un bon truc à faire. Rechercher des signes associés, une photophonophobie par exemple, une fièvre qui nous aiguillerait vers autre chose qu'une migraine. Et enfin, le retentissement sur la qualité de vie. Ça, c'est les points un petit peu difficiles à choper. Vous les chopez si vous suivez ce genre de plan. Donc, moi, je faisais ça systématiquement devant une douleur. Bon, donc maintenant qu'on a fait quelque chose d'un peu aspécifique, on se centre un peu plus sur l'item. Donc là, on est dans céphalée. Alors, on recherche d'abord, comme d'habitude, des signes de gravité. Donc, un signe de gravité, il peut être de 2 types. Soit, en fait, on est sur un diagnostic différentiel grave, soit on est sur un signe de gravité de ce diagnostic, donc là, de la migraine. Donc, les diagnostics différentiels graves, on ne va pas non plus s'étendre, hein, parce que sinon on peut y passer des heures, mais il y a l'hémorragie méningée. Bon, ça, c'est le caractère brutal. Peut-être la paralysie du 3 qu'on pourrait vous sortir avec. La méningite infectieuse, là il y a de la fièvre, il y a un syndrome méningé. La crise aiguë hypertensive, c'est une céphalée plutôt aiguë et une hypertension. Le Horton, il faut y penser surtout sur le terrain donc du patient de plus de 60 ans, l'absence de pouls temporaux, etc. Vous connaissez. Le processus expansif intracrânien. L'intoxication au CO, ça, personne n'y pense. Mais bon, il faut y penser, notamment si y en a plusieurs qui ont mal à la tête, comme ça, il ne faut pas juste penser cause infectieuse avec comptage, il faut aussi penser cause intoxication au CO. Voilà. Et donc, le diagnostic, le signe de gravité de la migraine, lui, c'est l'état de mal migraineux, en fait. Si la douleur fait plus de 72 heures, on rentre dans l'état de mal migraineux avec une prise en charge particulière. Donc, l'examen physique, donc là, on a fait interrogatoire. Maintenant, l'examen physique doit être complet. Moi, je vous conseille de faire comme dans vos observes. Hein. De même que pour avant l'interrogatoire, il faut faire comme dans vos observes. Là, j'ai fait le truc un peu plus spécifique, mais bon, il faut faire comme d'habitude, les antécédents, les traitements. Vous suivez le plan de votre observe, vous êtes très consciencieux et vous choperez tous les points. Donc, l'examen physique doit être complet. Vous commencez par les constantes. Donc là, qu'est-ce qui peut nous intéresser? La tension artérielle aux 2 bras, puisque on a comme diagnostic différentiel la crise hypertensive.
La température, puisqu'on pense aussi potentiellement à une méningite. Enfin, évidemment, un examen neurologique complet, l'état de conscience, recherche de déficit focal. Bon, ça faut un peu plus détaillé que moi, là, mais bon, on est quand même en conf de LCA, là. On recherche un syndrome méningé. On fait un examen vasculaire, très important. Un souffle carotidien qui pourrait nous évoquer une dissection carotidienne. Les pouls temporaux aussi, là, plus de 60 ans, pour chercher un Horton. Enfin, je pense qu'à l'internat, à chaque fois, il faut penser donc, en termes de système. Donc là, on est en système neurologique. Et penser donc, au système adjacent. Donc, on a, qu'est-ce qui est lié à la neuro? Il y a l'ORL et l'ophtalmo. Donc ça, c'est toujours le fond d'œil, rechercher une HTIC. L'oculomotricité, notamment l'examen du 3, car on l'a vu, l'hémorragie méningée avec l'anévrisme de l'abouchement de la carotide interne. Les diagnostics différentiels, la crise aiguë par fermeture de l'angle et l'acuité visuelle, toujours là on titre du Horton chez le sujet âgé. Enfin, un examen ORL pour rechercher un diagnostic différentiel, exemple une sinusite. Donc ça, c'est un examen complet. Le bilan paraclinique dans la migraine typique, il faut absolument mettre aucun examen. Il faut s'assurer avant qu'elle est typique. Hein. Et puis si c'est atypique, c'est selon la clinique. Et le traitement, donc pour une migraine, là on est dans la case migraine maintenant. Pour une migraine, le traitement il est ambulatoire. Il y a plusieurs axes, le traitement de la crise, le traitement de fond, la prise en charge des facteurs déclenchants et puis l'éducation, un peu comme d'habitude. Donc le traitement de la crise, les mesures non médicamenteuses, c'est le repos calme dans l'obscurité, c'est bien à mettre, hein, c'est gratuit et puis ça peut rapporter des points. L'antalgique, bon oui, il faut le prendre le plus précocement dès que la douleur commence. Donc là, il y a le choix entre paracétamol, INS, il faut quand même vérifier les contre-indications. Hein. Les dérivés de l'ergoxègle, péros ou nasal, les triptans, péros ou nasal, ça c'est un peu plus, il y a plus de contre-indications. Les triptans, par exemple, il ne faut pas les mélanger avec les dérivés de l'ergoxègle et il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'antécédent cardiovasculaire aussi. Donc c'est mieux de prescrire du paracétamol ou des INS. Prise en charge des facteurs déclenchants. Donc, vu que dans la migraine, il y a souvent des facteurs de déclenchement environnementaux, il faut les éliminer. Stress, alimentation, les règles. Dans ce cas-là, on prescrit des progestatifs en fin de cycle, etc. On arrête, comme d'habitude, l'alcool et le tabac. Et puis, le traitement de fond, son indication, c'est si on fait plus de 2 crises par mois ou si les crises sont jugées très invalidantes, on fait une monothérapie à dose progressivement croissante. Là, on a encore le choix entre moult thérapeutiques. Je vous conseille les bêta-bloquants. Et dernier point, on éduque. Il faut absolument qu'elle respecte les doses prescrites et que le traitement de la crise reste le traitement de la crise et ne devienne pas un espèce de traitement de fond parce qu'après, elle peut se compliquer de céphaler aux antalgiques. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à remplir vos fiches d'évaluation pour me faire part de vos remarques et j'essaierai d'en tenir compte pour les dernières conférences.